Donc ça fait un peu peur dans l'imaginaire de tes proches de partir dans un pays qui finit par Stan. Est-ce qu'on est vraiment en train de tomber dans un piège à touristes? L'Ouzbékistan, c'est un pays sous-coté et plus globalement cette région du monde. Bienvenue sur la route de la soie, l'ami. On est arrivé il y a 24 heures et on utilise Tchad pour se cultiver puisque nous n'avons pas l'argent pour nous payer un guide puisque c'est extrêmement cher ici. Je suis le guide. Un peu moins cher, un peu moins quali. C'est un peu moins vrai ce que je raconte. Mais alors du coup, elles sont satisfaites. Là pour l'instant, il y a 5 étoiles. En quoi Boukhara est une ville perse, monsieur le guide? C'est les couleurs. Là, on va passer dans 2 dômes, près du mausolée du... Enfin, je vais pas vous spoiler. Et qui sont des couleurs bleues, qui sont en général les couleurs associées à la Perse, aujourd'hui appelée Iran. Mais on va en savoir un peu plus. Parce que si jamais vous voulez savoir, il faut payer le guide et là les internautes... Il faut vous abonner, il faut liker et il faut envoyer à tous vos amis la vidéo s'il vous plaît. Et comme ça vous saurez la suite. Bon les amis, on se trouve devant la forteresse de Boukhara qui est un lieu emblématique. Elle a été construite au 5e siècle. Elle fait 20 mètres de haut et en plus d'avoir eu un rôle très stratégique en termes de défense et militaire, c'était aussi le lieu de vie de l'émir. Très impressionnant de voir ça. Un fun fact sur Boukhara parce que je sais que vous aimez ça. Apparemment c'est un lieu d'origine de l'algèbre. Il y a un mathématicien qui aurait été à l'origine de l'algèbre et donc a influencé les mathématiques modernes. Il s'appelle Al-Khwarizmi et il serait originaire de Boukhara. On sent quand même que c'est une ville assez touristique. Hein. Plein de petits taxis pour les touristes. Oui. Maxou, que penses-tu de Boukhara jusqu'à présent? C'est la plus belle ville qu'on ait vue jusqu'ici, je trouve. Ce que j'ai adoré, c'est de nuit. Donc là, je réponds très premier degré, mais je trouve que l'expérience de nuit, en arrivant et en voyant tous les monuments qui étaient éclairés, c'était incroyable. Sachant qu'il est le seul à avoir eu la chance de le faire, puisque apparemment c'est allumé que le week-end. Et donc nous, on n'a pas eu la chance de voir ça. Après 30 heures de voyage, à ne voir que des avions, des aéroports, des avions, là c'était incroyable. J'étais tout de suite immergé dans la ville. Qu'est-ce que t'ont dit tes proches quand tu leur as parlé de ce voyage? Adieu, ça a été un plaisir de t'avoir rencontré. Et puis envoie-nous des nouvelles, c'est pas tous les jours, c'est genre plusieurs fois par jour pour montrer que t'es encore là. Les localisations, Childériane. Très important. Donc ça fait un peu peur dans l'imaginaire de tes proches de partir dans un pays qui finit par Stan. Après, en transparence, moi aussi, je me posais des questions au début. Ok. Parce que tu regardes sur France Diplomatie, en tout cas les alertes sur les frontières où il faut faire attention quand même. C'est sûr que quand tu regardes les pays limitrophes, il y en a certains, tu les vois un peu beaucoup aux infos. Pour ça, c'est des a priori. Et au final, ici, tu arrives, tu te rends compte que c'est très touristique. Alors, c'est peut-être, il y a quelques Européens, mais on sent qu'il y a beaucoup de touristes russes, asiates. Donc c'est un pays qui est moins prisé, je pense, par l'Europe, mais malgré tout, qui reste très touristique. Et comme on le disait en off, au final, ils sont en train aussi de s'adapter à cette masse de touristes qui arrive de plus en plus. Donc ça montre qu'il y a un besoin, il y a un intérêt. Et là, on va où? Et là, on va à l'hôtel récupérer les sacs, prendre un taxi pour aller au train, pour aller à Samarkand. Et je sais plus comment on dit au revoir en ouzbek. Ayer. Ah oui, Ayer. Ah bye. Rarmat, Maxou. Rarmat. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Attends, il y a de l'écho. Arrivé à Samarcande qui était la capitale de l'ancien empire de Amur Timur.
Et d'ailleurs, on a visité son mausolée qui est juste derrière moi. On a eu la chance de rencontrer Férouz via Couchsurfing. Il a passé 1 heure avec nous pour nous faire la visite. Bukhara, Samarkand was big cities at that time. Everyone their salary was high enough to build houses to everything. So today we have job problems and people go to abroad to work. Only in Russia 4 million people are working. Okay. That's why we, for example, in the souvenir shops, we can see a lot of Stalin, Lenin faces on the souvenir, like they were missing this time. The name of Muhammad was written 4 times. Okay. It's a Samarkand type of architecture. You cannot see such dome in any other regions of Uzbekistan. And the number of the ribs are 64. Why? 64. He died at 64. No, 63. Muhammad Prophet died in its age of 63. Yeah. But in the past, they counted from the inside of the room. The age of the people were begin from the inside the room. You know this? No. No? Alors Amour Timour, si vous ne connaissez pas, c'est normal. Nous non plus, on n'avait jamais entendu parler de ce nom avant d'arriver en Asie centrale ou même en Ouzbékistan. Et en fait, ce fut un grand empereur gouverné sur l'empire qui s'étendait en Asie centrale, Turquie, ça descendait même en Afrique jusqu'en Égypte, en Asie, au niveau de l'Inde. Donc c'est très très impressionnant à quel point c'était grand. Surtout que nous, on vient de la Turquie et on va jusqu'en Inde, donc on sait à quel point genre c'est hyper grand. Il a gouverné entre le 14e et le 15e siècle. Et il est qualifié comme étant l'un des empereurs plus sanguinaires et les plus doués au niveau militaire. Il a genre connu aucune défaite. Et en gros, il y a la légende qui raconte qu'il est mort en essayant d'étendre son empire vers la Chine. Et que s'il n'était pas mort à ce moment-là, en gros que les Chinois parleraient ouzbek. Donc ça c'est pour la petite anecdote fun qu'il nous a raconté. Mais c'était hyper intéressant, le mausolée est à faire. On a été à l'intérieur dans la crypte où il y a les tombes. Ouais, c'était hyper enrichissant au niveau culturel et même historique d'en apprendre plus. Voir en fait quelle était cette figure importante ici dans leur histoire à Amour Timour. Et en fait ce qui est drôle c'est que tous les portraits qu'il y a de lui, ils sont très fantasmés, il est montré très autoritaire. Et Férouz il nous a montré un vrai portrait de lui. Plus original. Sur son chapeau, il y a trois ronds qui en fait correspondent aux 3 continents qu'il a gouvernés, donc l'Europe, l'Asie et l'Afrique. On l'appelait Timour le Boiteux parce que il s'est blessé pendant une bataille. Si tu devais retenir un fun fact de cette visite, Que les Ouzbeks ne sont pas si réfractaires à l'Union soviétique, ils sont même plutôt nostalgiques de cette époque. Là où nous, avec notre regard très européen, on pensait que c'était l'horreur. et toi Louise.tv, qu'as-tu appris de cette On a visite? trip with Alex. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai trouvé intéressant que, en fait, dans le mausolée, il me semble que quand Mahomet a entendu les voix du Seigneur, il était dans une grotte. Et en fait, depuis, là, dans ce mausolée où on était, ils ont créé des décorations qui ressemblent à des stalactites, puisque dans la grotte, il y avait des stalactites recouverts d'or. Et depuis, ils font ça dans tous les mausolées. Merci Louise. Mais de rien, ça me fait plaisir. Les amis, vous avez le droit à une anecdote bonus de Louise TV, 2 pour le prix d'une. C'est parti. Alors, là où il est enterré, il y a plusieurs personnes qui sont enterrées avec lui. Et j'ai trouvé ça vachement noble de sa part de mettre son mentor. Il a dit, quand je veux être enterré, je veux être au pied de mon mentor. Donc en fait, ça s'organise avec son mentor devant, lui au milieu et puis d'autres personnes autour. Malgré le fait que lui, sa tombe soit d'une autre couleur que les autres, parce que toutes les autres sont blanches et la sienne est vert foncé, il a dit je veux absolument être au pied de mon mentor parce que je respecte absolument mon mentor. Même si c'est un gars hyper sanguinaire. Respecter son mentor énormément. Je trouvais ça intéressant, même si son mentor, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui. Enfin, si on sait qui c'est, mais j'ai pas retenu son nom. Voilà, on mettra Voilà. le nom ici. Son petit blaze.
Les amis, aujourd'hui nouvelle activité à la demande de notre cher visiteur. Est-ce que tu veux expliquer le programme ? Alors, on va se rendre au désert de l'Ouzbékistan, j'ai oublié le nom. Et on va aller dormir dans une yourte et aller à la rencontre des autochtones. T'es un malade de dire ça dans mes vidéos. Rendez-vous en terre inconnue. Frédéric Lopez, tu es où ? Quelles sont tes appréhensions ou tes envies avant de... L'appréhension, c'est le froid parce que comme d'hab, je me suis pas assez renseigné, je ne suis pas assez équipé. Donc la seule solution, c'est de mettre 3 t-shirts l'un sur l'autre, 2 pulls, etc. Donc on va éviter. Et au pire, on dormira avec les autochtones pour se serrer, faire les pas loin. C'est ça. Ça va pas au point là. J'ai contacté un mec pour faire cette excursion dans le désert, puisque Maxou il a qu'une semaine, donc on essaie de rentabiliser le temps sur place. Je lui ai posé la question, que veux-tu faire ? Il m'a dit, j'aimerais bien voir le désert et pourquoi pas dormir dans une yourte. Et le problème, c'est qu'on a regardé les avis de sa guest house et du coup son site d'expédition, là, d'excursion. Et ils sont très mauvais, c'est-à-dire qu'on parle de scam, on parle de pièges à touristes. Donc déjà, moi, j'ai horreur de faire des trucs comme ça. Donc là, de lire les avis, on était là genre, on se décomposait un peu. Donc on va voir. Est-ce qu'on est vraiment en train de tomber dans un piège à touristes ? Et bah, vous le saurez très bientôt. On en pense quoi de cette oasis ? Ça m'a l'air très étendu pour être une oasis, vous trouvez pas ? J'étais en train de filmer, madame. Ah pardon. Mais c'est pas grave, hein. Ça m'a l'air très étendu. C'est pour la TV nationale. C'est vrai ? Ouais. Abonnez-vous à louise.tv, on se marre bien. Non, alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qui caractérise une oasis, mais pour moi c'est juste une ville entourée de montagnes. Voilà. Mais c'est sympa de voir la ville de haut et surtout d'avoir une vue sur les montagnes. Il nous a vendu un massif montagneux et il n'y a qu'une montagne. Voilà. Et un oasis. Aïe, la note stagne. Hein. La note, ouais, à 3,5. Par 3,5. contre, petite question on dit un oasis ou une oasis ? C'est une question pour moi ? Ouais. Un oasis ? C'était pour les Maxou. commentaires. Maxou, on dit dites-nous dans les un commentaires oasis si on dit ou un une mot. oasis ? Je dirais un oasis. Ok. Et alors ? Bah, j'ai pas la réponse. Nous dans les commentaires si on dit un ou une oasis, On voilà. dit 2 l'oasis pour la boisson. Après, le reste, je sais pas. Je suis pas. Comme ça on apprendra quelque chose aujourd'hui. Bon les gars, il faut savoir aussi que depuis qu'on est au Kazakhstan, c'est le moment où on commence à avoir un peu les chocs culturels. À la fois pour nous et aussi les gens qu'on rencontre. Tous les jours on nous demande de faire une photo. Donc voilà, on est famous maintenant en Asie centrale. Connus comme les loups blancs. Bon la mif, ça y est, on a fini notre nuit dans la yourte. Du coup, on a dîné le soir et petit déjeuner le lendemain matin dans la maison. Le soir, on a eu le droit à un petit feu de camp, c'était sympa. Mais bon, en fait, le père nous a poussé la chansonnette, on va dire, avec la guitare. Et à la fin, il nous a demandé de l'argent. Donc ça laisse un goût amer. Et en vrai, j'ai plutôt bien dormi, malgré le fait qu'il faisait froid. Après, c'était une nuit de pleine lune. C'était trop beau à voir dehors, à être dehors. Et le lendemain, on est reparti pour plus de 6 heures de route pour aller jusque Tashkent. Avec notre pire chauffeur, je pense, du voyage. Qui nous a amené dans sa Chevrolet blanche. Maxou ?
Est-ce que tu veux dire un mot sur ta nuit en yourte? Moi perso, je suis très content malgré tout parce que c'était moi qui voulais faire ça, donc merci aux filles de m'avoir suivi. Et content de l'expérience parce que je suis pas sûr de revenir un jour dans cette région du monde, donc c'était important pour moi de découvrir tout ça. Après forcément c'est que des attrapes touristes, donc on te prend un peu pour un imbécile par moment, mais ça fait partie du jeu. Mais j'aurai certains des plus beaux souvenirs de ma semaine de voyage ici, notamment grâce aux gens qui ont partagé les moments avec nous. Et les petites discussions auprès du feu, les chansons, la sensation d'être en train de dormir dans la yourte et tout, c'était vraiment incroyable. Donc je recommande, mais si vous pouvez éviter ce type de format où tu passes par un tiers, Ouais. c'est l'idéal. Après, il n'y a pas beaucoup d'options, donc parfois pas le choix. Mais par contre, l'expérience en tant que telle, c'était sympa. Mais pour une nuit, prenez pas 2 ou 3 nuits. Le problème, c'est que comme on n'avait pas le temps, on est passé par un mec et en fait on a l'impression qu'il se faisait une grosse commission du coup. Alors que si c'était à refaire, je réserverais directement moi-même la yourte via la guest house et tu trouves toi-même ton chauffeur. Parce qu'il n'y avait vraiment pas de valeur ajoutée de passer par cette personne, ce tiers, pour cette expérience. Je pense que Maxou a tout dit. Je suis entièrement d'accord avec lui sur le fait que c'est très attrape touriste. On passe vraiment pour des nigauds. Ils en veulent juste à notre argent. C'est un peu artificiel. Le petit papy qui joue de la guitare et on était à fond dans la vibe. Et puis après, à la fin, il nous sort son chapeau. Il nous dit bon bah c'était payant. Et toi t'es là et tu te dis mais en fait, c'était dans le planning et on a payé pour un packaging et c'était un moment cool qui se transforme en un moment pas cool parce qu'il veut juste de notre argent de nigo touriste. Donc voilà. Et mais sinon, bonne expérience dans l'ensemble, grâce aux rencontres. Pas des gens qui étaient sur place, mais pas ceux qui travaillaient du coup pour ce concept-là, mais les gens qu'on a rencontrés qui étaient des guests comme nous, une famille suisse, et ils étaient vraiment adorables. Et puis on a rencontré des Sud-Africaines aussi. C'était très sympa comme moment à partager. Merci Loulou. Mais de rien. Et là nous sommes donc à Tashkent, la capitale. Je vous conseille du coup de prendre le métro parce que le métro est très très beau. Et d'aller au bazar et de se balader dans les coupoles. Et là on va finir la petite balade. Maxou part ce soir et puis je vous retrouve plus tard pour le débrief et le budget de l'Ouzbékistan. À tes proches quand tu vas rentrer, surtout ceux qui appréhendaient ou avaient plutôt peur que tu viennes en Ouzbékistan? Qu'au final il faut aller au-delà de ses peurs, que l'Ouzbékistan c'est un pays sous-coté et plus globalement cette région du monde. En tant qu'Européens, Français, on n'en entend que très rarement parler au final. Moi, ce que je connaissais l'Ouzbékistan, c'était un peuple de nomades et du coup qui sont très bons dans les sports de combat. Au final, c'est pas vraiment des nomades, c'est plus tous les pays environnants, mais par contre, c'est une culture très accueillante qui est vraiment le départ de la route de la soie, un mélange de plein de cultures. Et du coup très riche justement en histoire, en cuisine, en découvertes culturelles. Et donc ça a fait forcément un voyage qui fonctionne parce que c'est des paysans et c'était ce que j'étais venu chercher. Et sur l'insécurité qu'il pouvait y avoir, en tout cas de ce qu'on me décrivait sur le pays, au final je me suis senti safe tout du long. Jamais eu de galère, en tout cas jamais eu de doute sur ça. Donc je le conseille. Puis c'est moins cher qu'en France, donc forcément tu vis un peu comme un roi sur place. Et ouais, pendant une semaine, moi j'ai été pleinement satisfait, donc allez sur Uzbekistan Airlines, vous faites 4 mois de voyage pour y aller, Ouais, c'est ça. mais non, très quali.
Je recommande. Merci Maxou. Rentre bien. Dans 20 heures. Bon la mif, comme promis, comme d'habitude, le petit budget. Alors au total, pour les logements, on en a eu pour 563 €. Ensuite, pour les transports, on en a eu pour 274 €. Pour tout ce qui est nourriture, donc courses, restaurants, 373 €. Et pour les activités, donc là c'est 23% du budget, qui est très énorme par rapport à d'habitude. On est à 382 €. Et pour tout ce qui est autre, donc les frais, la lessive qu'on a payé 8 $ dans le premier hôtel. Petite anecdote horrible. Le mec il dit ah ouais je peux te laver tes affaires. Et au final à la fin, en partant, j'allais me mettre dans le taxi, il me dit attends faut que tu payes. Et là je vois 8 $. J'étais là comment? Il nous prévient pas et le taxi qui attend. C'était horrible. Et Bref, donc ça, on en a pour 23 €, ce qui fait un total de 411 € par personne. J'ai divisé par 3 puisqu'on a globalement voyagé à 3 sur ce pays. Donc ça reste ok pour 10 jours, mais quand même un peu au-dessus du budget. Un peu au-dessus, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de l'Ouzbékistan, Louise? Ce que j'ai préféré, c'est la visite de tous les mausolées, les mosquées. J'ai trouvé incroyable et ouais, super beau. Chaque ville a son ADN et tu vois à peu près la grandeur et du coup la grandeur des villes correspond à la grandeur des mausolées et la grandeur à quel point chaque ville était riche ou pas. Et du coup Bukhara c'était beaucoup plus à taille humaine. Samarkand c'était vachement plus grand, étendu, le culte était vachement plus grand. Et Tashkent qui fait beaucoup capitale, un peu occidentale, je trouve qu'on s'y retrouve vachement. Enfin, c'est nos repères de grandes villes, de grandes capitales. Ouais. Et ouais, globalement j'étais hyper contente de découvrir ce pays parce que c'est vraiment pas un pays où je serais allée naturellement. Pareil, je pense que c'est pas quelque chose, avec le recul, je pense que j'aurais fait de moi-même. Sachant que tout ce qui est visite culturelle, etc., genre c'est pas ce vers quoi je vais en premier, on va dire. Donc là, d'avoir fait un peu des choses qui changent, les visites culturelles, le mausolée, le Rigistan, donc avec toutes ces écoles islamiques, avec plein d'anecdotes à l'intérieur, j'avais l'impression de revivre les sorties scolaires qu'on faisait quand on était au collège et au lycée. Ouais, c'était un peu ça parce qu'on avait un guide avec nous qui nous expliquait... D'ailleurs, je vous le conseille, c'est Férouz, que j'ai connu grâce à Couchsurfing, comme toutes les rencontres que je fais un peu depuis le début, dont je vous parle depuis quelques mois. Si jamais vous voulez aller en Ouzbékistan et que vous passez par Samarkand, n'hésitez pas à me contacter pour avoir son numéro. Je vous le passerai avec grand plaisir parce qu'il a énormément de savoir et c'était trop bien de l'avoir avec lui toute la journée. Là, on a passé une semaine un peu plus au repos à Tashkent, de se documenter, de se cultiver sur l'Empire ottoman, l'Empire perse, l'Empire mongol et un peu tous les empires qui sont passés par ici. La route de la soie qu'on est en train de suivre jusqu'en Chine et ça c'est l'air intéressant. Je vous mettrai les vidéos du coup dans la description si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus. Et qu'est-ce que t'as moins préféré? On a failli mourir avant d'arriver à Tashkent. Alors... Globalement, tout l'avant d'arriver à Tashkent, c'était moyen. Disons que le fait que ce soit très artificiel d'aller dans une yourte, parce qu'il n'y a plus du tout de nomades dans ces régions. Depuis l'Empire soviétique, ils sont arrivés, ils ont dit on veut plus de nomades, du coup ils ont arrêté. Plus personne qui veut retourner à la vie de nomade parce que c'est une vie qui est très difficile. On a eu la malchance de tomber sur le mauvais camp, mais en tout cas moi je recherchais vraiment ce truc authentique de comprendre et de connaître le mode de vie. Est-ce que ces personnes-là auraient pu nous transmettre de leurs parents, leurs grands-parents et de leurs ancêtres? À part aller du coup peut-être au Kyrgyzstan, au Kazakhstan ou en Mongolie, très reculé dans les montagnes, il n'y a plus trop de peuples nomades. Vis-à-vis du prix et vis-à-vis de la prestation, on a été vachement déçus. Maintenant, on a passé un très bon moment parce qu'on a rencontré d'autres guests qui étaient là pour faire la même expérience. Et ensuite, le fait qu'on nous emmène à Tashkent en voiture avec zéro sécurité parce que nous on était derrière et il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Le conducteur conduisait mais comme s'il était dans Fast and Furious et la route n'était pas forcément bien lisse. Plate. Et donc on faisait les montagnes russes, je me suis cogné la tête plusieurs fois au plafond
Et même si on lui faisait comprendre qu'il allait trop vite et que c'était vachement dangereux ce qu'il faisait, Ils s'en fichaient, ils continuaient. Moi, ce qui me pèse, ça fait réfléchir à ta position de touriste quand tu voyages et de te dire genre est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup d'avoir cette expérience là, même si nous on choisit de garder les bons souvenirs, mais en fait tu dis tu payes finalement un service parce que c'est un ouzbek qui nous a fourni le service, voilà, il dit travailler avec des familles aux alentours, etc. Donc t'as l'impression sur le papier de faire quelque chose de bien, mais en fait dans la réalité pas du tout. Donc ça fait aussi réfléchir sur ta position quand tu voyages, où est-ce que va ton argent, comment ça impacte la communauté. Je sais pas, si c'était à refaire, moi perso je le referais pas. Ouais, Pas en tout cas pas comme ça, genre... En fait, si tu vas pour faire l'expérience d'une yourte, autant le faire pendant une semaine et Ouais, vivre le truc authentiquement. Et c'est vraiment... t'apprends, j'en sais rien, comment sont fabriquées les yourtes, avec quelle laine, tous les combien ils vont changer d'emplacement, comment ça s'organise, est-ce qu'il y a un endroit où il y a une yourte uniquement pour la cuisine, une yourte pour... Ça, c'est des questions, on n'a pas eu les réponses parce qu'on ne pouvait pas interagir avec les locaux. Si des gens souhaitent faire cette expérience-là en yourte, moi je leur conseille de trouver quelque chose de vraiment authentique et qui se renseigne suffisamment parce qu'il y avait beaucoup de camps à côté de là où on était. Il faut vraiment se renseigner parce que des attrape-nigots, il y en a partout, quoi. Ouais. Et ça arrive même aux plus expérimentés comme nous. Bon, on n'est pas non plus les voyageurs, on n'est pas des Maïkans, on n'est pas des explorateurs... plus, mais on commence à se faire la main, mais même ça... Ça arrive à tout le monde et ça permet de se forger des convictions. Enfin, c'est la première fois que je ressens vraiment ma position de touriste aussi fort. Le décalage, ce que je disais, en gros, depuis qu'on est arrivé, on nous prend en photo et tout. Enfin, là, c'est vraiment le vrai... pas choc culturel, mais tu te sens vraiment différent. Observer. Et nous, voilà, on est dans un Airbnb, là, on est dans un quartier, j'ai pas vu de touristes depuis le début. Non. On va au supermarché du coin, enfin voilà, les gens forcément ils sont un peu étonnés. On discutait avec une fille qu'on a aussi rencontrée via Couchsurfing à Tashkent, et elle nous disait que elle, un des trucs qui l'avait plus surpris quand elle était arrivée en Europe, donc elle a fait l'Italie ou Paris, c'est elle se dit en anglais je reprends ces mots. Elle a dit there were a lot of migrants, donc traduit en migrants, donc immigrés plutôt, et c'est pas des immigrés, c'est juste des Français qui ont d'autres couleurs de peau, de visage, enfin d'autres traits occidentaux, disons. Et en fait, ici, il y a très très peu de variété dans les ethnies et dans la communauté. Comme ils connaissent pas. Mais du coup, il y a beaucoup de curiosité, effectivement, quand on sort dehors. Et c'est pas de la curiosité qui est cachée. Donc en fait, on la sent. Aussi, on s'est retrouvés face à la statue de Amir Timur. On a des étudiantes qui sont venues nous voir, deux groupes d'étudiantes qui sont venues nous voir pour nous poser des questions par rapport au tourisme en Ouzbékistan et par rapport à la mode en Europe. Et ça, c'était rigolo parce que elles nous ont, de loin, elles nous ont vus, elles nous ont dit, eux, ils viennent pas de là, on va aller leur poser des questions, et c'était rigolo de partager avec elles, même si en réalité on n'a pas vraiment partagé, ils nous ont juste posé des questions, donc nous on avait juste à répondre ce qu'on pensait. On a le statut de touriste ici, plus le statut de touriste que voyageur en vrai depuis qu'on arrive en Ouzbékistan. Les lieux, comme les 3 lieux qu'on a fait, c'est des endroits touristiques d'Ouzbékistan. Il y a Khiva aussi qu'on n'a pas fait, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est les 4 villes les plus touristiques et là où il y a le plus de population en Ouzbékistan. Donc au final, c'est les endroits où majoritairement les touristes vont aller, et donc en fait dès qu'ils nous voient, c'est sûr qu'on est des touristes, on n'est pas des voyageurs. Là tout à l'heure, je suis allée acheter le prochain billet de bus pour aller à Bishkek, qui est notre prochain point au Kyrgyzstan, la capitale. La dame, je lui ai dit, j'aimerais avoir 2 tickets pour aller à Bishkek demain. Elle me regarde, elle me dit, Bishkek ? Vous allez à Bishkek ? Je dis, oui, on va à Bishkek. J'aimerais avoir 2 tickets, s'il vous plaît. Et elle, je sais pas, ça l'a brusquée, choquée. Elle vend des tickets et elle s'intéresse à moi où je vais. Juste vends-moi mes tickets, s'il te plaît. What ? T'as grave jugé, genre, qu'est-ce que tu vas faire à Bishkek ? Donc voilà, vraiment touriste. Pour mais eux, du coup, tu prends l'avion, tu repars en avion. Mais du coup, ça amène la question de c'est quoi la différence entre un touriste et un voyageur ?
Vous avez 4 heures. Allez, à la semaine prochaine. Peut-être qu'on y réfléchira, on en reparlera dessus dans notre vidéo. Pensez à Vous abonner. vous abonner si vous l'avez pas fait, mettez la cloche pour les prochaines vidéos, mettez des pouces, allez voir nos Instagram. Parce qu'on a mis la traversée de la Russie qu'il n'y aura pas sur YouTube. Donc si ça vous Exactement. intéresse, Vous pouvez aller voir. nous la mif. Ouais, à bientôt. Bye bye. La mif, on vient de tomber aléatoirement sur le sport national kirghize, coq-bourou.